finir donc sur les mécanismes de la thrombose. Déjà, il a été, du point de vue d'un hémostasien, les AVC, c'est une rupture de la balance hémostatique puisqu'on a des hémorragies et des thromboses. Si on prend les thromboses responsables des AVC ischémiques, elles se différencient des thromboses du système coronarien, dans la mesure où dans le système coronarien, on a une cause, c'est la plaque d'athérosclérose, alors comme vous l'avez entendu aujourd'hui, les causes pour l'AVC ischémique sont multiples. Ce peut être un embole d'origine cardiaque qui va être riche en fibrine. Ce peut être un embole de petits morceaux de plaque d'athérosclérose qui se détachent d'une plaque carotidienne. Et ça peut être également une thrombose primitive. Donc on a une hétérogénéité des thromboses. Alors, il y a un morceau qui est passé, voilà. La thrombose, ça a été considéré pendant longtemps, le dogme était que les thromboses étaient une activation inappropriée et dérégulée de l'hémostase. Donc, qu'est-ce que l'hémostase ? L'hémostase, ça a pour fonction de limiter les pertes sanguines et ça favorise la cicatrisation. L'hémostase est la réponse adaptée d'un vaisseau qui n'est pas malade, qui est un vaisseau sain, et en général de petit calibre, soit des capillaires artériels ou veineux, à une lésion accidentelle. Donc, vous voyez ici la formation de ce caillot qui limite les pertes sanguines et réparation du vaisseau. Alors, très schématiquement, l'hémostase, elle procède d'une activation cellulaire, l'activation des plaquettes, et d'un système plasmatique qui est l'activation des protéines de la coagulation. Dans une première étape, les plaquettes adhèrent et sont activées par les protéines du sous-endothélium, et à ce niveau-là, le collagène est très important. En effet, les plaquettes entrent en contact avec le sous-endothélium via le facteur Willebrand lié au collagène, et c'est la glycoprotéine 1B plaquettaire qui est impliquée dans ce processus. Cela induit un ralentissement des plaquettes, leur adhésion stable et leur activation via l'interaction collagène-plaquette mettant en jeu la glycoprotéine 6. Les plaquettes activées sécrètent le contenu de leurs granules, dont l'ADP, et synthétisent le thromboxane A2, qui vont être responsables du recrutement de plaquettes n'ayant pas adhéré et du renforcement de l'activation des plaquettes ayant déjà adhéré. Il en résulte une agrégation des plaquettes entre elles via l'intégrine alpha-2 bêta-3 et le fibrinogène. Dans le même temps, le facteur tissulaire qui a été démasqué par la lésion induit l'activation de la cascade de la coagulation qui se déroule de manière optimale à la surface des plaquettes activées, en particulier par le collagène. Il en résulte la génération de thrombine et la formation de la fibrine. Le caillot fibrino-plaquettaire ainsi formé se rétracte, libère les facteurs de croissance cicatriciels qui va donc permettre la cicatrisation. Dès que de la fibrine est formée, le processus de fibrinolyse se met en place, c'est-à-dire qu'il y a activation du plasminogène en plasmine et dégradation de la fibrine en produit de dégradation de la fibrine et résorption du caillot. Donc cette formation d'un thrombus est modélisable in vitro, et ceci a été fait par Stéphane Loyot qui est dans l'assistance, dans des chambres de microfluidiques qui sont cotées avec du collagène et du facteur tissulaire, et dans lequel on perfuse du sang recalcifié dans des conditions artérielles. Sur ce film, vous allez voir les plaquettes en vert qui vont s'accumuler très rapidement au site du collagène, et puis en rouge, et ici en jaune, c'est la superposition plaquette-fibrine, ce caillot riche en plaquettes et en fibrine qui est formé et qui modélise en fait, en quelque sorte, une thrombose primaire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on a un caillot qui a été préformé et que du sang arrive sur ce caillot qui a été préformé, ce qui est en fait en gros ce qui se passe au niveau d'un embole? Eh bien, vous voyez ici, on a préformé, Stéphane a préformé un caillot riche en fibrine et en plaquettes, et il a fait passer dessus du sang anticoagulé et contenant des plaquettes marquées en vert, toujours dans des conditions de flux artériel.
c'est pas ça. Ça va venir. Non, ça va pas. Je ne sais pas pourquoi ce film ne passe pas, ce qui est dommage, parce que c'était le film presque... Voilà, le voilà. Non. Excusez-moi. Voilà, ça y est. Donc vous allez voir que sur les plaquettes, sur la fibrine, un nombre important de plaquettes va venir former un thrombus plaquettaire frais. Donc, quand on a un thrombus qui est préformé, ben, ce thrombus induit la formation d'un thrombus plaquettaire frais à sa surface. Alors, très rapidement, au niveau des plaquettes, eh bien, la plaquette est spécialisée pour être activée et elle a à sa surface un grand nombre de récepteurs responsables de son activation. C'est en premier lieu la glycoprotéine 1B qui permet l'adhérence des plaquettes au facteur Willebrand. C'est la glycoprotéine 6 qui permet l'activation des plaquettes par le collagène. Ce sont les récepteurs à 7 domaines transmembranaires qui sont responsables de l'activation par les agonistes solubles, l'ADP, le thromboxane A2 et la thrombine. Et ce sont les intégrines, et en particulier l'intégrine alpha-2-bêta-3, qui va permettre l'agrégation des plaquettes via le fibrinogène. Tous ces récepteurs sont couplés à des voies de signalisation d'activation. Il faut quand même retenir que dans un vaisseau sain, les plaquettes circulent librement, et ce, parce qu'il existe des voies inhibitrices qui maintiennent les plaquettes au repos et qui empêchent une activation inopinée de ces plaquettes. Et un récepteur est particulièrement important, c'est le récepteur de la prostacycline qui est produite en permanence par l'endothélium sain et qui va donc prévenir une activation inopinée des plaquettes. Alors, certains de ces récepteurs sont ciblés et certains de ces processus sont ciblés par les traitements antithrombotiques actuellement utilisés. Au niveau des plaquettes, ce sont les phases de recrutement et d'agrégation qui sont ciblées par les molécules que l'on a à notre disposition. En particulier, le recrutement est ciblé par les antagonistes du récepteur P2Y12 de l'ADP et en chef de file le clopidogrel et par l'inhibition de la synthèse de thromboxane A2 par l'aspirine. La bithérapie clopidogrel-aspirine a fait la preuve de son efficacité dans la prévention secondaire des thromboses coronariennes et la prévention des thromboses de stent. L'agrégation est inhibée par les antagonistes de l'intégrine alpha-2-bêta-3, donc l'axicimab qui est un anticorps aussi connu sous le nom de Réopro, et des petites molécules, le thyrofiban et les petits fibatides. La coagulation est ciblée par les anticoagulants que vous connaissez, qui ont pour objectif de limiter la formation de la thrombine et d'inhiber l'activité de celle-ci. Donc ce sont les héparines, les antivitamines K et les anticoagulants oraux directs. Et enfin, dans le cadre où nous sommes, c'est la fibrinolyse qui nous intéresse particulièrement et elle est réalisée par l'activateur du plasminogène recombinant qui a les limites que vous connaissez, qui ont été décrites. Alors, l'objectif de ces traitements, c'est de limiter la croissance du thrombus, de favoriser sa lyse et de prévenir sa récidive. Néanmoins, l'inconvénient majeur de toutes ces molécules dont nous disposons, c'est qu'elles provoquent un risque de saignement qui est proportionnel à leur efficacité antithrombotique. Donc, on a rupture de la balance, je dirais, dans l'autre sens, le risque. Donc, pour obtenir des molécules qui seraient plus efficaces sur la thrombose tout en respectant l'hémostase physiologique, il faut il faut discriminer entre hémostase et thrombose. Donc, l'hémostase, comme je vous l'ai dit initialement, elle a lieu dans un vaisseau sain où l'endothélium garde ses propriétés protectrices à la suite d'une liaison accidentelle qui induit une vasoconstriction dont je vous rappelle que c'est la première réponse hémostatique, et puis l'exposition de facteurs tissulaires et de matrices est adaptée. En revanche,
dans la thrombose, eh bien, on se situe dans un vaisseau malade, en général qui n'a pas le même calibre non plus, dans le cadre des artères, c'est une plaque d'athérosclérose qui va créer la thrombose. La stase vasculaire est un très important risque de thrombose, en particulier dans les veines. Et enfin, des stimuli tels que l'hypoxie va être aussi responsable d'un déclenchement d'un événement thrombotique. Dans ces conditions, l'endothélium n'est plus protecteur, mais il est prothrombotique. Il y a exposition excessive de facteurs tissulaires et ou de matrices. Et enfin, les leucocytes participent à ces processus de thrombose. Donc, l'ensemble de ces différences permet de faire évoluer le paradigme et de considérer que les thromboses ne sont pas seulement une perversion de l'hémostase et vont nous inciter à trouver des molécules pouvant cibler la thrombose sans toucher à l'hémostase. Alors, bon, comme je vous le disais, la thrombose artérielle est causée par une rupture de la plaque d'athérosclérose. Et là, le point important à considérer, c'est que les plaquettes sont en première ligne de cette thrombose artérielle et que la plaque d'athérosclérose est extrêmement riche en collagène comparée à une paroi vasculaire normale. Donc, l'interaction plaquette-collagène est à considérer avec intérêt. Le cas de la thrombose veineuse est intéressante parce que la stase est une cause majeure de la thrombose veineuse. Et la stase induit un état pro-inflammatoire de la cellule endothéliale, comme ça a été démontré par les travaux du groupe de Stephen Masberg à Munich. Et cet état pro-inflammatoire des cellules endothéliales va permettre l'adhésion des polynucléaires, l'adhésion des plaquettes et l'adhésion des monocytes. Les polynucléaires, dans ces conditions, libèrent une partie de leur contenu nucléaire sous forme d'un réseau appelé Neutrophil Extracellular Traps, réseau qui est capable, en raison de sa charge, de recruter des plaquettes, de les activer et également de recruter de la voie intrinsèque de la coagulation, c'est-à-dire le facteur 12, la voie du contact. Les monocytes exposent du facteur tissulaire qui va aussi contribuer à l'activation de la coagulation. En conséquence, le thrombus qui va se former est riche en fibrine. Mais les plaquettes ne sont pas à négliger. On n'a pas de thrombus qui soit uniquement formé de fibrine. Il y a toujours des plaquettes dans un thrombus. Et ces plaquettes sont ici recrutées par l'endothélium inflammatoire, par les nets et par la thrombine qui est formée dans ce thrombus. À la complexité des mécanismes de thrombose en fonction du territoire vasculaire s'ajoute une hétérogénéité de la structure du thrombus. Et ceci a été mis récemment en évidence par les études de Skip Brass à Philadelphie, et ici, qui est illustré dans un modèle de lésion laser des artérioles du muscle crémaster chez la souris. En utilisant des marqueurs fluorescents de différents facteurs, comme les plaquettes activées, les facteurs de la coagulation, ceci permet de visualiser à l'endroit de la lésion un thrombus qui est constitué d'un cœur très compact dans lequel les plaquettes sont très activées et d'une coque dans lesquelles les plaquettes sont beaucoup moins activées et qui est, je dirais, plus lâche. Les molécules solubles ont des difficultés à diffuser du cœur vers la coque. En revanche, la coque est la partie la plus sensible à l'intervention des molécules antiplaquettaires. Le degré de complexité est encore augmenté si l'on prend en compte l'endothélium, y compris dans des thromboses artérielles. En effet, toujours dans ce modèle de thrombose des artérioles du muscle crémaster par lésion laser, il a été réalisé ici chez des souris qui expriment la green fluorescent protéine dans les cellules endothéliales. Vous voyez parfaitement bien ici la lésion créée par le laser et l'accumulation des plaquettes au site de la lésion. Mais ce qu'il est important de constater, c'est qu'en amont de la lésion, il y a accumulation des protéines de la coagulation. Et donc, ceci signifie que l'endothélium, à distance de la lésion, est capable d'assembler
les complexes de la coagulation et de stimuler la coagulation. Alors, toutes les études qui ont été menées durant les 10 dernières années conduisent au concept de thromboinflammation. Ici, ce n'est pas neuroinflammation, mais c'est thromboinflammation. Et ceci correspond au fait que ces deux processus sont très étroitement interconnectés. Quelques-unes de ces connexions. Par exemple, la glycoprotéine 1B plaquettaire interagit avec la P-sélectine exposée à la surface des cellules endothéliales activées et avec MAC1 sur les polynucléaires. La glycoprotéine 6 plaquettaire interagit avec une protéine qui s'appelle imprine à la surface des polynucléaires et des monocytes. Les plaquettes produisent des microparticules et des cytokines très pro-inflammatoires. Et elles produisent également des polyphosphates qui sont des molécules chargées qui vont avoir pour conséquence une activation de la voie du contact de la coagulation via le facteur 12. En contrepartie, les neutrophiles en émettant les NETs activent les plaquettes et comme les NETs sont également très chargés, ils activent également le facteur 12 de la coagulation. Or, le facteur 12 de la coagulation est au cœur du lien entre coagulation et inflammation, puisqu'il y a activation réciproque du facteur 12 et de la kallicréine, conduisant à la production de kinine, dont on connaît l'effet délétère dans les accidents vasculaires cérébraux. Alors, cette notion de thromboinflammation prend, à mon avis, toute son importance si l'on considère les processus thrombotiques qui ont lieu à distance de la lésion primaire. Et ceci est parfaitement exemplifié, je dirais, dans le cadre qui nous intéresse, par les thromboses microvasculaires qui sont induites dans le modèle d'occlusion de l'artère cérébrale moyenne chez le rat. L'équipe de Delzopo avait observé, il y a quelques années déjà, l'accumulation d'agrégats leucoplaquettaires dans la microcirculation des rats dans ce modèle, et il l'avait observé après la phase de reperfusion. Il était donc considéré jusqu'à présent que c'était la phase de reperfusion qui était responsable de la formation de ces microagrégats. Or, très récemment, au laboratoire, Jean-Philippe Decille et Benoît Otenoé, à l'aide de la microscopie intravitale, ont observé que l'accumulation de ces agrégats leucoplaquettaires se fait dès les premières minutes qui suivent l'occlusion et non pas la reperfusion. Donc, dès qu'il y a occlusion, il y a une modification endothéliale à distance de cette occlusion qui permet le recrutement des plaquettes et des leucocytes, ici colorés en rouge, et la formation de fibrines colorée en vert ici. Ceci indique l'extrême réactivité endothéliale à distance d'une lésion primaire. Alors, vu qu'on avait été capable de modéliser la thrombose, Stéphane s'est dit qu'on allait être capable de modéliser la thrombolyse. Donc, on est toujours dans la chambre microfluidique qui contient un caillot fibrinoplaquettaire préformé et dans lequel, maintenant, du sang supplémenté en TPA est perfusé. Voilà ce qui se passe. Vous avez la fibrine préformée en rouge et les plaquettes, les nouvelles plaquettes qui arrivent en vert. Et vous voyez, j'en suis persuadée, la diminution de la masse de fibrine qui indique que le TPA est bien actif et induit bien la fibrinolyse. Mais là où je voudrais insister, c'est que sur ce caillot en cours de lyse, vous voyez un recrutement plaquettaire absolument massif et le TPA n'est pas efficace vis-à-vis de ce recrutement de nouvelles plaquettes. Donc, même dans des conditions où on arrive à lyser le thrombus, on a des nouvelles plaquettes qui peuvent venir reconstituer un processus thrombotique sur cet ancien thrombus. On s'est dit, bon, c'est la thrombine qui est présente dans le thrombus qui est responsable de ce recrutement de nouvelles plaquettes. Donc, Stéphane a répété l'expérience en présence d'irudine, qui est l'inhibiteur le plus puissant de la thrombine qu'on connaisse. Et vous voyez que là, la fibrinolyse est extrêmement efficace, elle est considérablement accélérée par l'irudine, mais vous voyez toujours ce recrutement massif de plaquettes sur ce thrombus en cours de lyse.
Ces résultats, qui ne sont pas encore publiés, ont été quantifiés et vous voyez que l'irudine ici augmente bien l'efficacité de la fibrinolyse induite par le TPA sans avoir d'effet sur le recrutement de nouvelles plaquettes au cours de cette expérience. Ces expériences, le N est important. Et en revanche, Stéphane a répété les expériences, mais cette fois-ci en présence d'un antiplaquettaire direct, un inhibiteur du récepteur P2Y12 de l'ADP, le ticagrelor. Et vous voyez à ce moment-là que le ticagrelor est capable de limiter le recrutement des plaquettes sans avoir d'effet dans les conditions de TPA que nous avons utilisées sur la fibrinolyse. Ces expériences nous permettent d'émettre l'hypothèse que cibler les plaquettes serait essentiel pour limiter la croissance d'un thrombus et pour prévenir sa reformation. Et c'est ce qui est observé effectivement dans la thrombose coronarienne. Donc, le challenge est ici de développer des molécules antiplaquettaires efficaces et avec un effet minimal sur l'hémostase physiologique. Au niveau des plaquettes, il y a beaucoup d'études qui sont en cours, mais je voudrais insister sur deux d'entre elles qui sont les mieux caractérisées, l'axe GP1B facteur Willebrand et la glycoprotéine 6 qui est mon bébé. L'axe GP1B facteur Willebrand est impliqué dans l'initiation de la formation de thrombus, c'est-à-dire la phase d'adhérence des plaquettes au facteur Willebrand lié au collagène et aussi au facteur Willebrand libéré par les cellules endothéliales inflammatoires. J'ai ici repris des images de Denis pour vous montrer l'importance du facteur Willebrand également dans la croissance du thrombus, et il vous a très bien expliqué que lorsqu'il se forme un thrombus, les forces de cisaillement augmentent et que les plaquettes vont être recrutées par le facteur Willebrand exposé à la surface du thrombus. Ceci est illustré par la structure du thrombus obtenu dans le modèle de chlorure de fer, avec une partie, un cœur, je dirais, du thrombus pauvre en facteur Willebrand et une coque du thrombus riche en facteur Willebrand. Et lorsque des antagonistes du facteur Willebrand sont administrés, cette coque riche en facteur Willebrand se désintègre et le flux peut reprendre. L'importance de l'axe facteur Willebrand GP1B est également démontrée dans le modèle d'occlusion de l'artère cérébrale moyenne, et ce sont des travaux qui ont été essentiellement réalisés dans le laboratoire de Kleinschnitt en Allemagne. Et il a été montré que les souris qui ont un déficit en facteur Willebrand sont protégées de l'ischémie cérébrale dans ce modèle. De même, des souris auxquelles sont administrés un anticorps bloquant anti-GP1B, ici, avant le MCAO, sont protégées vis-à-vis de l'ischémie. Là, le volume de l'ischémie est moindre que chez les souris contrôle ou ayant reçu un anticorps contrôle. Encore plus intéressant, si l'anticorps est administré après le MCAO, il y a également une diminution du volume de lésion, suggérant qu'un traitement par un anti-GP1B ou un traitement de l'axe GP1B Willebrand pourrait avoir un effet thérapeutique. Une étude très récente explicite parfaitement bien comment marche le facteur Willebrand. Comme je vous l'ai dit, des souris qui ont un déficit total en facteur Willebrand sont protégées vis-à-vis de l'ischémie dans ce modèle. Si on prend maintenant des souris qui ont un déficit en facteur Willebrand dans l'endothélium, mais pas dans les plaquettes, ces souris ne sont pas protégées vis-à-vis de l'ischémie cérébrale. En revanche, si on leur administre un anti-GP1B, à ce moment-là, elles sont à nouveau protégées. Ceci signifie que c'est le Willebrand plaquettaire qui contribue à la croissance du thrombus, comme Denis l'avait signalé, et ce, via la GP1B. Dans cette même étude, les auteurs ont montré que les souris qui ont un déficit en Willebrand plaquettaire ne saignent pas exagérément, alors que les souris qui ont un déficit en Willebrand endothélial saignent. Il y a donc discrimination entre le rôle du facteur Willebrand endothélial qui est nécessaire pour l'hémostase et le rôle du facteur Willebrand plaquettaire
qui est important pour la thrombose. Alors, il existe de nombreux antagonistes de l'axe GP1B-Villebrand. Ils peuvent cibler soit la GP1B, soit le facteur Villebrand. Il y a des molécules de type anticorps ou GP1B solubles qui ont montré être efficaces dans des modèles précliniques qui ciblent la GP1B. Donc, il y a un anticorps qui cible l'interaction facteur Villebrand-collagène, mais cet anticorps perd de son intérêt au regard des études que l'on vient de voir. En revanche, il y a des molécules qui ciblent le domaine A1 du facteur Villebrand, responsable de l'interaction avec la GP1B. C'est ici un anticorps humanisé qui est intéressant sur le plan préclinique. Et puis, il y a des molécules qui sont en développement, comme le caplacizumab, qui est dérivé d'un nanobody, et qui, dans une phase 1, n'a pas montré de signes de saignement, qui est en cours d'étude dans une phase 2 dans la reperfusion coronarienne à risque. Une forme sous-cutanée a été développée et elle est à l'étude en phase 2 dans le purpura thrombotique thrombocytopénique. Une autre molécule est un aptamère qui est développé par Archemix, qui a également montré la sécurité de son utilisation lors d'une phase 1 et qui a été utilisé en phase 2 dans le purpura thrombotique thrombocytopénique et qui, de manière plus intéressante, a été montré réduire les signaux d'embolie cérébrale chez des patients qui subissaient une endartérectomie carotidienne. Une autre possibilité de cibler le facteur Villebrand est d'induire sa protéolyse. En effet, le facteur Villebrand est synthétisé, libéré des plaquettes et des cellules endothéliales sous forme de multimères de très haute masse moléculaire, très prothrombogènes. Physiologiquement, ces multimères de haute masse moléculaire sont clivés par une protéase nommée ADAMS13, qui est une métalloprotéase. Et le déficit en ADAMS13 chez l'homme est responsable du purpura thrombotique thrombocytopénique. Le déficit en ADAMS13 chez la souris les rend plus susceptibles à l'ischémie cérébrale, comme vous le voyez ici, avec un volume d'ischémie beaucoup plus important dans le modèle de TMCAO. En revanche, l'injection à ces souris d'ADAMS13 recombinante limite la taille de l'infarctus et donc réverse ce phénotype. L'ADAMS13 recombinante est développée par Baxter et elle a reçu la désignation de médicament orphelin pour le traitement du TTP. Alors, je vous ai signalé qu'en dehors de la GP1B, la GP6 est intéressante pour le développement de nouvelles molécules. En effet, la GP6 est impliquée dans l'initiation de la formation du thrombus, puisqu'elle est responsable de l'activation des plaquettes par le collagène de la matrice, et elle est également impliquée dans la croissance du thrombus, puisque les plaquettes activées via la GP6 sont, je dirais, un cofacteur très important de la génération de thrombine. De plus, nous venons de montrer très récemment avec le groupe de Christian Gachet à Strasbourg que la GP6 est un récepteur de la fibrine et qu'elle est responsable de l'accumulation des plaquettes à la surface des caillots via la fibrine. D'autres points importants sont à signaler. La GP6, et ça a été montré par plusieurs groupes dont le nôtre, a un rôle critique dans l'athérothrombose, c'est-à-dire dans la formation de thrombus sur plaques d'athérosclérose. Cependant, elle n'est absolument pas indispensable à l'hémostase physiologique et nous avons pu montrer que des patients avec un déficit génétique ou acquis en GP6 ne souffrent pas de saignements sévères. De plus, la GP6 contribue aux réponses pro-inflammatoires des plaquettes et ceci est parfaitement étudié par Betuo-Utinoe au laboratoire. Enfin, l'expression de GP6 est restreinte aux plaquettes. Tous ces éléments amènent à prédire que cibler GP6 pourrait avoir un effet antithrombotique très intéressant sans atteindre l'hémostase physiologique et sans avoir d'effets secondaires. Alors, deux voies sont utilisées pour cibler GP6. Vous voyez ici GP6 interagissant avec le collagène et avec la fibrine. Donc, la première voie consiste à utiliser une molécule soluble
qui est une GP6 soluble, en fait, qui va venir se lier au collagène et qui rentre en compétition avec la GP6 plaquettaire et qui empêche donc les plaquettes de se lier au collagène. C'est ce que j'avais montré il y a quelques années. Cette molécule nommée Revacept est développée par une entreprise allemande de Munich, AdvanceCore. Elle a montré son efficacité dans des modèles précliniques de thrombose et l'absence de saignement lorsqu'elle est administrée. Elle a été injectée à l'homme et en phase 1 et il n'y a pas eu d'effet secondaire enregistré. Elle est actuellement étudiée en phase 2, le endpoint étant l'étude des signaux de microemboles chez des patients avec une stérose carotidienne serrée. L'autre approche consiste non pas à bloquer le collagène, mais à bloquer la GP6 et donc son interaction avec le collagène et avec la fibrine à l'aide d'un anticorps bloquant qui est dérivé de l'anticorps monoclonal 9O12. Nous avons montré que cet anticorps bloquant, le FAB, est efficace dans des modèles précliniques de thrombose chez la souris et ex vivo chez le singe et qu'il n'induit pas de risque de saignement. L'anticorps humanisé a été obtenu. Il est développé par Acticor Biotech ici à Paris et la première injection chez l'homme est prévue en 2017. Voilà comment GP6 bloquer GP6 prévient la formation du thrombus. Vous voyez ici un thrombus plaquettaire formé sur du collagène dans des conditions de flux avec un sang d'un témoin et avec le sang d'un patient ayant un déficit en GP6. Vous voyez, la différence est vraiment criante. Et ce patient ne saigne pas, absolument pas. Vous voyez ici la fibrinoformation obtenue dans ces conditions avec du sang recalcifié, dans des conditions contrôle, et avec un sang supplémenté en anticorps anti-GP6. On a une diminution majeure de la fibrinoformation dans ces conditions. Voici enfin l'illustration de l'effet de la GP6 sur le recrutement des plaquettes par un caillot préformé. Vous avez à gauche les conditions contrôle avec un fort recrutement plaquettaire sur ce caillot préformé et à droite les conditions en présence de l'anticorps bloquant anti-GP6. Vous avez bien quelques plaquettes qui sont recrutées, mais considérablement moins que dans les conditions contrôle, ce qui a été confirmé par quantification. Donc, est-ce qu'il me reste quelques minutes? Je vais aller très très vite. Je viens de vous parler des cibles qui concernent les plaquettes, qui ont été identifiées sur les plaquettes, mais il ne faut pas oublier les autres stade de la formation du thrombus, c'est-à-dire la coagulation avec le facteur 12 et la fibrinolyse avec le TAFI. Alors, le facteur 12, je vous l'ai dit, est vraiment au centre du crosstalk entre coagulation et inflammation, avec cette activation réciproque, facteur 12 kallikréine, conduisant à la production de bradykinine, et ceci est très délétère. Il existe des antagonistes du facteur 12 qui sont en stade d'études précliniques et qui sont nommés ici. Aucun, pour l'instant, à ma connaissance, n'est en développement clinique. Voilà comment le facteur 12 intervient dans l'ischémie cérébrale. Vous voyez ici, ce sont toujours des études du groupe de Kleinschnist et Thomas René, que le déficit en facteur 12 est protecteur sans retentir sur l'hémostase dans le modèle de TMCAO. Voici l'ischémie cérébrale chez une souris facteur 12 KO comparé à une souris contrôle. Et voici l'ischémie cérébrale si on réinjecte du facteur 12 humain à ces souris facteur 12 KO. De même, très récemment, il a été montré que le déficit en prékallikréine protège vis-à-vis de la thromboinflammation dans ce modèle de TMCAO. Ici, ce qui est visualisé, c'est l'œdème cérébral avec cette coloration par le bleu Evans. Voilà la réduction de l'œdème cérébral chez les souris KO pour la prékallikréine. Et voilà la réapparition de l'œdème cérébral chez les souris KO pour la prékallikréine à qui a été injecté de la prékallikréine humaine.
Enfin, et très rapidement, quid de la voie du TAFI? Denis vous en a parlé tout à l'heure avec ces anticorps bifonctionnels développés par De Clercq en Belgique. Eh bien, la fibrinolyse, voilà comment ça se passe. Elle est localisée au niveau de la fibrine, et elle ne reste que là, en théorie, parce que le plasminogène et le TPA sont liés à la fibrine. Et l'activation du plasminogène se fait in situ. De ce fait, la plasmine clive la fibrine. Maintenant, le TAFI occupe sur la fibrine la place du plasminogène. Donc, il va limiter la fibrinolyse. On comprend bien que si on utilise un antagoniste du TAFI, on va pouvoir restaurer la liaison du plasminogène à la fibrine et donc son activation par le TPA en plasmine et donc la fibrinolyse. Donc les antagonistes du TAFI sont prédits pouvoir favoriser la fibrinolyse induite par le TPA et limiter la fibrinogénolyse. Cependant, ce système est plus complexe qu'il n'y paraît parce que pour être actif, le TAFI doit lui-même être activé en deux phases, d'abord par la thrombine qui est formée initialement lors de la phase de la coagulation, et deuxièmement par la plasmine qui est formée à la phase initiale de la fibrinolyse. Donc on se trouve devant une équation enzymatique, je dirais, assez complexe. Néanmoins, des molécules sont en développement par différentes entreprises pharmaceutiques et l'on attend les résultats. Donc, pour conclure, je voudrais terminer avec quelques messages qui sont qu'il y a différents mécanismes qui sont responsables des thromboses des AVC ischémiques, mais que la formation d'un thrombus plaquettaire frais me paraît être un processus commun et que l'on pourrait cibler. L'identification de mécanismes spécifiques des thromboses ouvre la possibilité de développer des médicaments antithrombotiques dénués de risque de saignement. Et de tels médicaments qui limitent la croissance du thrombus et préviennent sa récidive sont en développement et sont espérés pouvoir améliorer le traitement des AVC ischémiques. Pour finir, je ne vous lirai pas toute la diapositive, mais je voudrais remercier tous les collaborateurs et en particulier Stéphane, qui est l'auteur de tous les films que vous avez vus, qui ont contribué à ce travail.